Jeudi économie. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission économique, Jeudi économie. Jeudi économie qui fait donc sa rentrée pour cette nouvelle saison. On parlera d'emploi. Le marché de l'emploi, son évolution et ses perspectives constituent actuellement l'une des priorités du programme d'action entamé par les pouvoirs publics. Les efforts successifs ont permis la régression du taux de chômage en Algérie grâce à une politique de promotion de l'emploi avec le soutien financier de l'État et ciblant bien sûr les jeunes demandeurs d'emploi. Les différents dispositifs algériens de création d'emplois ont été salués par différentes organisations internationales. Quel bilan peut-on faire de cette politique ? Pour répondre à cette question et bien d'autres, je reçois sur ce plateau Madame Khaira Fedal, directrice de l'organisation du marché de l'emploi à l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, est avec nous également l'économiste Abdelkader Ali. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous, Madame Fedal, du rôle déjà de l'ANEM qui a permis quand même aux jeunes d'intégrer le monde du travail. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres, des statistiques ? Bonjour, amis auditeurs. La première des choses, je vous remercie pour l'invitation et pour ce qui est de l'ANEM. L'ANEM est un service public de l'emploi dont la mission principale est de faire de l'intermédiation entre le demandeur d'emploi et l'offreur d'emploi. Donc tout Algérien est tenu de s'inscrire à l'Agence nationale de l'emploi, qu'il soit un primo-demandeur, c'est-à-dire qu'il n'a jamais travaillé, ou quelqu'un qui a déjà travaillé et qui est en poste, et même une personne qui n'a pas de travail, qui a déjà travaillé mais qui n'est plus en poste. Donc voilà les cas de figure que nous pouvons avoir comme demandeurs d'emploi. Et tout employeur est tenu d'informer l'ANEM des postes vacants ou des postes d'emploi à créer. Voilà, grosso modo, l'ANEM. Donc, l'ANEM, ces dernières années, s'est attelée à moderniser ces structures. Donc, la modernisation a concerné aussi bien la formation du personnel, l'élargissement des agences locales. Donc, on a essayé de faire un maillage assez important de tout le territoire national. Donc, nous avons 274 agences locales de l'emploi dans les 48 wilayas. Nous avons aussi créé des agences spécialisées pour l'encadrement. Donc, nous en avons 3, une à Alger, une à Oran et une à Sétif. Nous avons aussi tablé sur la formation de l'encadrement de l'ANEM. Donc, nous avons un pool de formateurs que l'ANEM a formé et qui forme tous nos conseillers pendant toute l'année. Donc, il y a un plan de formation annuel. Nous avons aussi modernisé, donc on a acquis un équipement informatique et nous avons développé des systèmes d'information. Nous avons le système d'information qui concerne l'intermédiation, donc qu'on a appelé WASIT parce que c'est une liaison entre l'offre et la demande. Et nous sommes en train de développer une deuxième brique concernant la gestion du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Nous avons aussi élaboré des outils de gestion, notamment un outil qui est très important, c'est la nomenclature algérienne des métiers et emplois. Donc nous avons recensé comme 422 métiers. Donc, ce référentiel est utilisé dans le travail d'intermédiation sur notre système d'information WASIT. Nous avons aussi un système d'information décisionnel. Donc, nous pouvons faire sortir en temps réel toutes
tous les indicateurs concernant du marché de l'emploi, que ce soit la demande, l'offre ou le placement qui est effectué. Annuellement, peut-être Non, en temps réel, c'est-à-dire maintenant, en temps réel, je peux questionner. Moi, j'ai un accès au niveau de mon micro pour avoir les données. Par exemple, je veux savoir au niveau de Annaba combien qu'on a placé pour la journée du 10 septembre. Je pose la question. Si je veux la journée même, je le fais. Donc, nous avons tous ces éléments. Et est-ce que vous avez des statistiques concernant les demandeurs d'emploi chaque année, peut-être, ou depuis la création de ce dispositif ? Non, on a des statistiques, effectivement. Nous avons au niveau de l'ANEM une demande d'emploi qui varie entre plus d'1 million de demandeurs d'emploi. Toute catégorie. Ce qui caractérise cette demande d'emploi, c'est une demande d'emploi jeune et de primo-demandeurs. Donc, c'est ça le plus grand pourcentage, c'est les demandeurs d'emploi jeunes et qui sont primo-demandeurs d'emploi. Nous avons aussi dans cette demande, la caractéristique, malheureusement, c'est une demande qui n'a pas de qualification. Donc, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi sans qualification est énorme. Et c'est pour cela que l'ANEM a mis en place depuis 2014, chaque demandeur d'emploi qui vient à l'ANEM, qui se présente à l'ANEM, parce qu'on a un rôle de conseil. Donc, chaque demandeur d'emploi qui vient à l'ANEM, s'il n'a pas de qualification, on l'oriente vers la formation professionnelle et on essaye, parce qu'on fait un travail en commun avec les services de la formation professionnelle au niveau local, donc de lui faire connaître quelles sont les offres de formation qui existent et quelles sont les opportunités de recrutement. C'est-à-dire, on ne va pas lui dire allez vous former dans telle spécialité alors qu'on sait que le marché de l'emploi n'offre pas des possibilités de recrutement. Voilà le travail que nous faisons au quotidien. Ces demandeurs d'emploi aussi, nous organisons pour eux, je vous dis qu'il y a de l'accompagnement, donc nous organisons pour eux des ateliers de TRE, donc c'est pour leur faire connaître les techniques de recherche d'emploi et leur mettre en évidence toutes les failles qu'il ne faut pas faire lors d'un entretien d'embauche, comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation. Nous faisons ça. Et bien sûr, il y a l'accompagnement. Tous les jours, il y a l'entretien. Quand un demandeur d'emploi vient à l'ANEM, pour l'inscrire au niveau de l'agence, il y a un entretien qui se fait et qui est basé sur la nomenclature algérienne des métiers et emploi. Oui, donc Monsieur Abdelkader Ali, comment évaluer ces solutions donc, proposées dans cette politique de l'emploi économiquement, surtout dans un contexte, disons, délicat? Merci Madame Asma, merci pour votre invitation. Merci à vous. Je vais d'abord commencer par rectifier mon nom, c'est Kader Ali. Voilà, oui. C'est pas Abdelkader. D'accord. Et puis je salue nos amis auditeurs qui nous entendent à travers votre émission. Donc j'aimerais faire juste un peu d'histoire assez récente. Je crois que si on revient aux années 90 déjà, je crois qu'à cette époque-là, le taux de chômage, il frisait les 30-40% de la population algérienne. C'était extrêmement important. Exactement. Donc on passait d'une économie dirigée vers une économie qui s'ouvre sur le monde. Donc, ça a été extrêmement difficile. Donc, avec ce qu'avait préconisé donc, le FMI à cette époque-là, je crois qu'il y a même des villages et des régions où le chômage avait explosé exponentiellement, de telle façon à ce que ça remettait un certain nombre de choses et ça remettait la sécurité même du pays en danger, ça la mettait en danger. Effectivement, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place. Il y en a eu plusieurs. Il y en a comme celui de l'Ansège, comme celui du pré-emploi, comme le Tupimo, comme tant d'autres. Ces dispositifs, quoi qu'on dise, même si quelquefois c'était un peu dans la précipitation, il fallait faire vite, c'était brouillon, c'était ainsi de suite, ça a permis quand même de faire revenir ces statistiques à un degré
assez intéressant. Acceptable, oui. Acceptable. Donc, si je peux me permettre de vous donner quelques chiffres. Hein, de toute façon, ce sont des chiffres, chacun a ses sources. Mais la source qui est là devant moi, donc le chômage en septembre 2017, il était à 11,7% pour 1,440 millions de chômeurs. En avril 2018, il serait, je dis bien il serait, parce que là aussi les chiffres, ils se tamponnent. Hein. Il y en a des gens qui disent qu'il a descendu, d'autres qu'il est remonté. Moi, le chiffre que j'ai, il est 11,1%, donc 1,378 millions. La tendance pour l'année 2018, malheureusement, je dis bien malheureusement, la tendance, elle est à la hausse. Donc, les gens disent, les experts disent qu'il serait aux alentours de 12-13% donc, de chômage d'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez que s'il n'y avait pas effectivement ces dispositifs, je pense que le taux de chômage dans le pays va exploser et ça va créer énormément de problèmes. Donc, effectivement, ce sont des dispositifs qui sont intéressants. Bien sûr. Et non seulement ils sont intéressants, mais ils ont aidé aussi un certain nombre de gens à retrouver leur place, un certain nombre de primo-demandeurs donc, à trouver de l'emploi et un certain nombre de jeunes donc, à mettre en place donc, des petites entreprises. Oui. Mais, je dis bien, il y a toujours un mais, tout cela s'est passé dans la précipitation, il y a eu beaucoup de déchets, quoiqu'il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Mais je pense qu'avec l'affinement qui est en train de se faire au niveau donc, des ministères concernés, je pense que les choses commencent quand même à se stabiliser, tant bien même, je dirais, c'est une évaluation que tout le monde fait, que le chômage, ce ne doit pas être réglé par la fonction publique. Il doit plutôt être réglé par les entreprises, et notamment les entreprises privées. Oui. Il faut que l'entreprise privée soit au cœur des dispositifs. Bon, ce qui s'est passé à un certain moment, pour le pré-emploi, c'était beaucoup plus les administrations. Etc. Mais je pense qu'à un certain moment, les choses ont bien marché. On a créé voilà, plusieurs effectivement. Privées, mais après, effectivement, on a recentré les dispositifs pour les rediriger vers les gens qui créent la richesse dans ce pays. Et économiquement, est-ce que ça nous coûte beaucoup Monsieur Kader, et est-ce qu'on peut se permettre d'offrir des crédits aux jeunes dans un contexte assez délicat? Bien sûr, que je pense que déjà c'est une frange qui est délicate à gérer. Et si, dans tous les pays du monde, regardez la France, regardez les États-Unis, regardez l'Allemagne. L'Allemagne et les États-Unis, je crois savoir que c'est pratiquement le plein emploi. C'est-à-dire, c'est quoi le plein emploi? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, quoi qu'il y a toujours du chômage, mais il est très faible. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'on doit se permettre justement d'aider ces jeunes. Et de toute façon, c'est un investissement dans l'avenir. C'est un investissement, oui. Et qui mieux que l'État pour aider ses propres jeunes? Bon, c'est bien de les aider, mais il faut bien les encadrer. Et c'est ça, justement, le problème de tous ces dispositifs. On évalue assez mal. C'est le vrai défi, oui. Et on encadre assez mal, justement, ces dispositifs. Madame Fedal, donc qu'en est-il du dispositif DAPE? Déjà, c'est quoi le principe de ce dispositif? Surtout que l'Agence nationale de l'emploi, donc l'ANEM, privilégie aujourd'hui l'intégration des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Bien sûr. Bon, c'est un peu pour répondre à un besoin. En 2008, bon, il y a eu des dispositifs, comme vient de le dire Monsieur Kader. Mais en 2008, on avait réfléchi, on s'est dit, avec les expériences des dispositifs précédents, l'esprit, c'était d'aider le jeune à une insertion professionnelle. Et on s'est dit, on ne va pas faire les mêmes erreurs que les années précédentes, les dispositifs précédents. C'est de faire un dispositif qui concerne surtout le secteur économique. Donc, il y avait un problème. Parce que les entreprises, avant, quand elles faisaient une offre d'emploi, elles exigeaient l'expérience professionnelle. Donc, pour contourner cette exigence, l'État a mis en place ce dispositif d'aide à l'insertion professionnelle qui concerne les jeunes primo-demandeurs d'emploi âgés entre 18 et 35 ans et pour qu'ils soient diplômés ou pas. Donc, il y a les diplômés universitaires, il y a les sortants des centres de formation professionnelle
ou de l'enseignement secondaire, et il y a les sans qualification. Donc, elle a ciblé ces trois catégories. Donc, l'ensemble des demandeurs d'emploi à peu près. Et l'esprit, c'est de lui donner l'occasion à l'employeur d'avoir une main-d'œuvre primo-demandeur, donc qui n'a pas... je peux dire que c'est quelqu'un qui est neutre. Il n'a pas de déformation, donc il n'a pas déjà travaillé, donc elle va le former sur la culture de son entreprise, sur les méthodologies qu'il y a dans son entreprise, et le tester pendant une année pour voir ses capacités. Donc elle doit l'accompagner. Donc quand on lit le texte, il y avoir même un tuteur pour que cette personne soit suivie. Au bout de cette insertion qui est d'une année renouvelable, il peut passer au contrat de travail aidé. Et ça concernait beaucoup plus, je vous disais, le secteur économique. Depuis 2013, l'ANEM s'attelle à ce qu'il y ait le plus grand nombre dans le secteur économique, à quelques exceptions. Par exemple, à un moment donné, il y avait une autorisation parce qu'il fallait passer au passeport numérique et tout, biométrique, pardon, biométrique. Donc, il fallait avoir une main-d'œuvre au niveau de certaines administrations. Mais ce n'est pas le cas. La plus grande partie, c'est dans le secteur économique. Et ces contrats de travail aidé, c'est des contrats au sens de la loi 90-11. C'est des contrats de travail au sens propre du mot. Donc, il y a une cotisation dans toute complète, tout ce qui est... donc, c'est un contrat de travail au sens de la loi. Et nous voyons, depuis 2013, toutes les personnes qui étaient insérées dans le secteur administratif pour une raison ou pour des besoins, ils ont la priorité au niveau de l'ANEM, ils sont priorisés pour être, quand il y a une offre d'emploi classique, il y a un employeur qui vient, il dépose une offre d'emploi. Donc, on donne la priorité à ces personnes parce qu'elles ont acquis une expérience et pour un peu lui donner une chance pour être permanisé dans un poste de travail pérenne. Voilà à peu près l'esprit du DAIP. Est-ce que ça a donné des fruits? Bien sûr, il y a eu des fruits. On a plus un nombre très important de permanisation, presque sur le nombre... Il y a presque 28% des personnes qui ont été insérées dans le dispositif ont été permanisées. Donc c'est quand même assez... C'est un acquis. Voilà. Bien sûr. Une question, oui, est-ce que ce n'est pas le moment pour un peu ce qui reste de ce DIAP dans l'ancien dispositif, de régler définitivement le problème? Parce qu'il y a encore quelques-uns qui subsistent au niveau des administrations. Oui, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre à bras le corps ce problème et de le régler définitivement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le gros, j'en conviens, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que, je ne vais pas donner quand même un chiffre, mais je pense que le chiffre, il avoisine presque les 90, un peu plus comme ça, mais il ne reste pas beaucoup. Donc, ce qui reste de l'ancien dispositif, moi, je pense que c'est le moment où les pouvoirs publics puissent les prendre en charge. Et vous l'avez, Madame l'a si bien dit, ce sont donc des gens qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas eu la chance d'être recrutés, mais qui ont effectivement acquis une certaine expérience et qui méritent donc de garder leur poste dans ces administrations. Oui, mais ça, c'est-à-dire que c'est pas l'ANEM qui peut, c'est pas le service public qui peut, c'est une... Non, j'ai dit les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui peuvent... Je sais. Mais nous, pour notre part, on n'est pas resté comme ça juste à observer le phénomène. Donc, je vous ai dit, on leur a donné la priorité. Dans notre système, je vous parlais tout à l'heure de notre système OACIT, leur demande, elle est toujours valable, elle est toujours disponible. C'est-à-dire parce que dans WACIT, c'est un matching. Il y a une offre d'emploi, on la saisit et on fait le matching avec la demande qui existe. Donc, ces personnes, même si elles sont insérées dans le secteur administratif, leur demande, elle est toujours valable. Donc, ils peuvent faire le matching et on leur donne la priorité parce qu'il y a un nombre de pourcentage et tout. On leur donne la priorité, mais aussi, il reste, c'est quelque chose qu'il faut mentionner, il y a des choix. Certains demandeurs d'emploi bénéficiaires du DAIP dans le secteur administratif veulent rester. Donc, ils sont là chaque année à faire les concours et tout, dans l'espoir d'être permanisés dans le poste.
Oui, donc même si on leur propose, donc il faudrait qu'une décision soit faite à un certain niveau, c'est pas plus haut niveau, mais à plus haut niveau de l'ANEM. Voilà la démarche que nous faisons. Donc les dispositifs sont là, Monsieur Kader, mais le taux de chômage reste quand même un peu élevé. Quelles sont peut-être les vraies raisons? D'abord, avant de répondre à votre question, je vais continuer un peu sur ma lancée sur quelques chiffres. Hein. Donc, concernant donc, le taux de chômage pour les hommes, c'est 9%. C'est les chiffres que j'ai lus. Donc, pour les femmes, malheureusement, il est un peu plus élevé. Plus élevé, oui. Il est à 19,5%. Donc, il y a déjà des disparités dans l'emploi hommes-femmes et aussi il y a des disparités malgré dans... qu'on croit le contraire. Oui. Bah, ça, c'est les chiffres qui le disent. Moi, ils sont là, ils sont froids, ils sont ce qu'ils sont. C'est la même chose pour les chiffres. Par exemple, si on voit la demande au niveau la demande féminine, elle ne représente que... Il y a des années, pour l'année 2018, au mois de juillet, elle ne représente que 19%. Non, mais faites attention. Je pense que là, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'ANEM. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui sont chez elles. Il y a beaucoup d'hommes qui ne viennent pas demander de l'emploi au niveau de l'ANEM. Et il y a aussi le marché informel. Oui. Il est extrêmement important, il n'est pas comptabilisé. Donc tout ça, je pense que c'est des chiffres un peu... Oui. Voilà. Donc il faut les prendre avec des pincettes. Donc je disais, donc, il y a une disparité dans l'emploi, donc hommes-femmes, et aussi la disparité dans les rémunérations. Et là, si on revient aux jeunes, ils représentent 26,4% contre 28,3% pour l'année passée. Donc, les sans diplômes, c'est 49,4%. C'est 680 000. Les diplômés. Je dis bien les diplômés. Là, les diplômés, je vais scinder ça en deux. Il y a les diplômés de la formation professionnelle, 25,7% pour 354 000. Là, ça pose vraiment un vrai problème. Là, vous l'avez si bien dit dans votre introduction, il y a une inadéquation entre la formation et le marché du travail. 25,7%, c'est beaucoup de gens qui sortent des centres de formation professionnelle qui ne trouvent pas de l'emploi. Les hauts diplômés, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, c'est 24,9%. Là aussi, moi je pense que à travers ces chiffres, c'est 344 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Donc là, il y a vraiment un décalage entre l'université et un peu ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et là, je vous donne encore un autre chiffre. Donc, 6 chômeurs sur 10 sont des chômeurs de longue durée. Là, ça se corse un peu plus et c'est un peu plus difficile. Justement, mais quand on compare, nous, au niveau de l'ANEM, on fait toujours la comparaison entre les résultats de l'ONS et nos chiffres. Donc, dans la population active, on se rapproche. Dans le taux de chômage, on se rapproche. Mais pour ce qui est par type, c'est vrai que ça touche beaucoup plus les jeunes. Oui, bien sûr. Mais pour la formation professionnelle, au niveau de l'ANEM, on voit que les demandeurs d'emploi ayant un profil de formation professionnelle ne restent pas, 77% de ces jeunes sont insérés au bout de moins de 6 mois. Donc, moins de 6 mois, ils sont insérés sur le marché. Ça se rapproche du chiffre que j'ai donné. Donc, c'est 25%, donc voilà, 75, 77, c'est bien. Voilà. En 2017, on est arrivé à 80% des jeunes formés par la formation professionnelle ont été insérés. Et bien sûr, comme vous le rappelez tout à l'heure, il y a une partie qui va dans l'informel, parce que la formation professionnelle, c'est quoi? C'est former le boulanger, le plombier, tout. Et c'est quand même des corps de métier où il est plus facile de travailler dans l'informel. Donc, ils préfèrent. Et il y a des choix, hein. Parce que nous, au niveau de l'ANEM, nous avons même des statistiques concernant des personnes qui refusent d'aller vers... on les oriente, ils refusent d'aller dans certains postes de travail. Ils ne veulent pas aller travailler dans le secteur privé. Je vous donne... Vous avez bien fait d'en parler, les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emploi, pour lesquels les gens n'y vont pas. Il y a déjà 2 secteurs. Le BTP, il y a beaucoup de jeunes qui n'en veulent pas. Oui. L'agriculture. Alors l'agriculture, je vous dis qu'il y a des agriculteurs qui laissent des récoltes sur les champs. Hein. Oui. Donc effectivement, il y a des choix à faire. Maintenant, chacun fera son choix. On parlera en tout cas
Justement, ces métiers, il faudrait rendre ces métiers plus attrayants. Il faut les revaloriser. Financièrement d'abord. Je pense que le matériel, surtout le matériel, il y a le matériel qui joue. Parce qu'un travail, le jeune, il dit, je ne veux pas un travail pénible. Donc, on en parlera en tout cas en détail. Madame Fadel, juste après un flash d'information, rendez-vous dans la deuxième partie de Jeudi Économie. Sintonizan Radio Argelia Internacional, el noticiero. Son las 12:30 en las ondas de Radio Argelia Internacional. Cordiales saludos a todos. Actualidad en nuestro país. El ministro de Asuntos Exteriores, Abdelkader Messahel, participa hoy en Accra, Ghana, en los funerales del ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ello en su calidad de representante del presidente de la República, Abdelaziz Bouteflika. Kofi Annan, primera personalidad de África subsahariana en haber dirigido la instancia internacional y laureado del Premio Nobel de Paz en el 2001, falleció el pasado 18 de agosto a 80 años de edad. El director general de la Seguridad Nacional, el coronel Mustafa Al-Habiri, ha resaltado la importancia que reviste la acción de proximidad y de sensibilización en dirección del ciudadano, saludando los esfuerzos de los funcionarios en el cumplimiento de la seguridad nacional, todos grados confundidos, y su dedicación en el cumplimiento de sus misiones con determinación y sinceridad. Una delegación del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular, dirigida por el jefe del Departamento Empleo Preparación, el general mayor Sherif Zerred, participó ayer en Niamey, Níger, en una reunión del Consejo de los Jefes de Estado Mayor de los países miembros del Comité de Estado Mayor Operacional Conjunto. Por invitación del Teniente General Ahmed Mohamed, jefe de Estado Mayor de los países miembros del Comité de Estado Mayor Operativo Conjunto, una reunión de dicho Consejo se celebró ayer en Niamey con la participación de Sherif Zerred en su calidad de representante del Teniente General Ahmed Gaid Salah, viceministro de Defensa Nacional, jefe de Estado Mayor del Ejército. El presidente francés Emmanuel Macron reconocerá la responsabilidad del Estado en la desaparición en Argel en 1957 de Maurice Audin, un militante comunista francés comprometido a favor de la independencia argelina. Y el miembro del secretario nacional del Frente Polisario Mohamed Yeslem Baysat ha reiterado desde Ginebra el compromiso del Frente Polisario a apoyar a los esfuerzos del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental, Horst Kohler, y a reanudar las negociaciones directas de buena fe y sin condición previa con Marruecos. Las fuerzas israelíes de ocupación han llevado a cabo esta mañana una incursión en los alrededores de Khan el-Ahmar, pueblo beduino palestino amenazado con demolición y vuelto emblemático por el paradero de estas comunidades confrontadas a la ocupación y a la colonización. En otro orden de ideas, las Naciones Unidas alertaron ayer sobre la situación catastrófica en la que viven los palestinos en la Franja de Gaza, estimando que el cese de las ayudas estadounidenses para los refugiados palestinos iba a agravar la situación socioeconómica. El presidente del Consejo Presidencial del Gobierno de Unión Libia, Fayez al-Sarraj, y el enviado especial del secretario general de la ONU a Libia, Hassan Salamé, celebraron ayer en Trípoli una reunión especial de seguimiento y valoración del acuerdo de alto al fuego firmado hace una semana por los grupos armados libios implicados en los últimos mortíferos combates cerca de la capital. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el jefe rebelde Riek Machar han firmado un acuerdo de paz durante una cumbre regional en la capital etíope, Addis Abeba. Ambos hombres se han apretado la mano ante los delegados y jefes de Estado de Uganda y Sudán y en presencia del primer ministro etíope, Abiy Ahmed. Corea del Sur y Corea del Norte han iniciado este jueves negociaciones sobre acuerdos militares en el pueblo fronterizo de Panmunjom, han anunciado el Ministerio Surcoreano de Defensa. Estimados oyentes, nada más. Próxima cita en lengua castellana a partir de las 15 horas en compañía de Wahib Amiri. Muy buena escucha con el resto de los programas de Radio Argelia Internacional. Ahora devolvemos el micrófono a la colega para el resto de su programa Jeudi Économie.
Jeudi économie. Jeudi économie. Nous disons économie chaque jeudi autour d'un thème d'actualité lié au secteur économique. Ce secteur-là est heureux. L'économie de marché est récente en Algérie. Et par rapport au code de commerce, donc vous avez tous les moyens de recours. Jeudi économie. Jeudi économie. Experts, hommes d'affaires et chercheurs analysent l'actualité économique. L'autosuffisance alimentaire si le prix du baril continue. Jeudi économie, votre émission de décryptage économique. Jeudi économie. Jeudi économie, c'est chaque jeudi de midi à 13h sur Radio Algérie Internationale. Jeudi économie. Belle. Deuxième partie de votre émission Jeudi économie consacrée à l'emploi. Le marché de l'emploi, son évolution et ses perspectives constituent actuellement l'une des priorités du programme d'action entamé par les pouvoirs publics. Les efforts successifs ont permis la régression du taux de chômage en Algérie grâce à une politique de promotion de l'emploi avec le soutien financier de l'État et ciblant les jeunes demandeurs d'emploi. Les différents dispositifs algériens de création d'emplois ont été en tout cas salués par différentes organisations internationales. Quel bilan peut-on faire de cette politique ? Pour répondre à cette question et bien d'autres, je reçois sur ce plateau Madame Khaira Fedal, directrice de l'organisation du marché de l'emploi à l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi. Est avec nous également l'économiste Kader Ali. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de Jeudi Économie. Madame Fedal, quels sont peut-être les secteurs qui attirent le plus de jeunes, qui intéressent les demandeurs d'emploi aujourd'hui ? C'est selon la disponibilité. Il y a ce qu'on constate, nous avons beaucoup plus le secteur des services. Donc c'est lui le plus grand pourvoyeur et les jeunes. Mais ça dépend un peu du profil du demandeur d'emploi. Nous avons certains, pas secteurs, mais on a des spécialités qu'ils recherchent. Il y a des métiers que les jeunes recherchent. Donc, son qualification, ils sont beaucoup plus portés sur agents de sécurité, agents de gardiennage ou chauffeurs. Mais ces opportunités sont minimes. C'est beaucoup plus, je vous disais que il y a beaucoup plus, c'est le secteur de l'informatique, c'est le métier d'informaticien qui est le plus demandé par les offreurs d'emploi. Mais si on voit par secteur d'activité, nous avons au niveau de l'ANEM le secteur des services suivi par le secteur de l'industrie. Au sens large. Et puis, nous avons le secteur du BTPH. Donc, on a 34% des offres d'emploi viennent du secteur des services. Monsieur Kader, est-ce qu'on remarque que les choix des jeunes sont en adéquation avec peut-être les besoins de l'économie ? Je pense que moi, je ne vois pas les choix sous cet angle. Moi, je pense que si l'État donc, doit aider, il doit cibler. Donc, il doit orienter vers quel secteur, vers quel segment ces jeunes pourraient y aller. Et si on voit d'un peu plus près les chiffres, bien les secteurs, c'est vrai que madame parle du secteur des services qui est en pleine expansion. C'est vrai. Mais est-ce que ce secteur va prendre en charge tous ces gens-là ? Ce n'est pas possible. Il y a un secteur qui est en friche, qui tarde d'ailleurs à décoller, c'est le secteur du tourisme. Ouais. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le deuxième secteur dont vous parlez, c'est celui de l'industrie, mais ce n'est pas celui de l'industrie pour lequel on voit les grandes usines. Oui, c'est les PME, PMI. Oui. Tous les pays du monde, les grands pays du monde, ils se sont développés et surtout, ils ont essayé donc de stabiliser leur chômage à travers donc une batterie donc, de petites entreprises, c'est les PME, PMI. Et là, si je dis PME, PMI, il faut, c'est extrêmement important, remettre au cœur du sujet, au cœur du problème, l'entreprise, surtout l'entreprise privée.
Parce que je pense que les entreprises d'État, les entreprises qui existent maintenant, qui appartiennent à l'État, je pense que déjà, il y a des sureffectifs, d'après ce que les échos qui nous parviennent. Donc il faut aller donc, à ces PME-PMI, donc il faut remettre au cœur donc, du dispositif le secteur privé, la PME-PMI, et puis il y a aussi le secteur de l'agriculture, dans lequel il faudrait essayer de trouver des solutions pour revaloriser l'emploi. Bien sûr, pour pas attirer uniquement, les jeunes. Voilà, pas uniquement revaloriser financièrement, comme vous l'avez dit, mais quand on voit ailleurs, il y a des métiers qui, pour nous, quand on les voit comme ça, on voit que ce sont des métiers qui sont banals, alors que ce sont des métiers qui sont nobles. Et puis malheureusement, si on vient au BTP en général, donc la construction, les travaux publics et l'hydraulique, malheureusement, tout ça, c'est la commande publique qui a fait en sorte que les chiffres ont explosé à un certain moment. Maintenant que la commande publique tente à diminuer, eh ben, c'est tout à fait logique qu'à ce niveau, donc, dans ce secteur, donc, le chômage donc, va aussi augmenter. Les gens qui avaient dit que tant va le bâtiment, tout va. Moi, je pense qu'il faut ajouter aussi tant va l'agriculture, la PME, PMI, et puis le tourisme, et puis tout ira bien. C'est normal, surtout qu'on a beaucoup de non, il y a surtout beaucoup de secteurs qui sont en friche. On ne les a pas exploités. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là, le rôle de l'État, ce n'est pas de dire que là, voilà ce que je vous donne ou là, ce que je ne vous donne pas, mais c'est de dire, oui, on va vous aider, parce que l'avenir, ce sont ces jeunes. L'investissement, le vrai investissement, c'est l'aide de ces jeunes. Mais il faut les aider de telle façon à les diriger vers des secteurs où il y aura création de richesses, et non pas, comme l'a si bien souligné Mme Fadel, gardien ou je ne sais pas quoi. Bien sûr. Comme le secteur de l'agriculture, c'est un problème d'organisation. Parce que maintenant, le secteur agricole, c'est quoi? C'est des organisations familiales. Donc, tout ça, il faut revoir, passer à un autre niveau d'organisation pour que ce secteur soit vraiment pourvoyeur d'emplois. Moi, je voudrais ajouter juste une petite chose qui est très importante, et je suis sûre que ça va titiller notre il n'y a pas de problème. Non, dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est-à-dire que si on analyse un peu les offres d'emploi que reçoit l'ANEM, parce qu'on essaye, nous, de les mettre sous forme de catégories, nous allons dans les postes... Les postes créés, par exemple pour le premier trimestre, premier semestre plutôt 2018, nous avons seulement 72 257 offres c'est des postes créés. Donc vous voyez, sur plus de 200 000 offres d'emploi, c'est seulement 24% qui sont des postes créés. Et là, ça nous interpelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de création d'emplois. Parce que c'est la création des postes d'emploi qui crée la richesse. Donc il y a création de richesse et bien sûr des offres d'emploi par la même. Exactement. Puis, j'ajouterais, si vous permettez, quelque chose qui n'est pas dans les textes. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait encore cette confiance. Et je crois qu'il y a cette confiance qui manque. Il y a beaucoup de jeunes maintenant, quand ils voient une offre d'emploi, le premier réflexe, c'est que ça n'existe pas dans les textes. Tout ça n'existe pas dans les textes, et c'est cette confiance-là qui manque. Malheureusement, il faut que cette confiance revienne donc, entre les deux parties ou les trois parties, parce que finalement, là, il y a trois parties. Oui, mais nous autres, au niveau de l'ANEM, on œuvre pour plus de transparence. Voilà, exactement. Donc, pour la transparence... Et c'est ça qui fait le plus de ravages. Hein. Oui, c'est le manque Ce n'est pas le fait de ne pas avoir un emploi. C'est le fait de se dire que cet emploi, il m'était destiné, mais c'est... c'est... Pour faire face à ça, nous avons depuis plusieurs années... Ce n'est pas le propre de l'ANEM. Hein. Non, je vous dis un peu, l'ANEM, qu'est-ce qu'elle peut... Une petite expérience. Sa petite... un peu sa contribution, même si elle n'est pas... c'est l'affichage des offres d'emploi que nous recevons. Oui. Donc, automatiquement, il y a une offre d'emploi, on l'affiche. Donc, avant, c'était au niveau de nos espaces. Nous avons un espace dédié dans chaque agence. Mais maintenant, chaque agence locale, elle a une page dans les réseaux sociaux, sont cités de nom, et on met l'offre qu'on a reçue. Oui, nous allons juste nous arrêter un court moment, Madame Fedal, pour passer l'appel à la prière pour Salat al-Dhuhr. حان الآن موعد صلاة الظهر.
بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dernière partie de Jeudi Économie consacrée au secteur de l'emploi. Madame Fedal, vous parliez donc de la transparence au sein de l'ANEM pour justement ces offres d'emploi pour les jeunes. Oui, pour établir un peu la confiance entre nous et les demandeurs d'emploi. Donc, nous affichons les offres d'emploi que nous recevons. Nous affichons la liste des orientés vers l'employeur, donc nominatif, on met le nom, le prénom de la personne que nous avons. Et puis, une fois qu'il y a le retour de l'employeur, on affiche aussi les noms des personnes retenues. Cela n'empêche pas qu'il y a des réclamations, il y a des requêtes qui sont faites. Nous recevons des requêtes pour nous dire oui, vous m'avez mise sur la liste, mais on ne m'a pas retenu. L'ANEM n'est pas tenue d'obliger l'employeur de retenir tel ou tel nom. Notre rôle, c'est de lui dire voilà, vous avez exprimé un besoin, voilà les personnes qui peuvent postuler à ce poste. Et la dernière décision revient à l'employeur. Bien sûr. En tout cas, plus de 80% des diplômés des instituts de la formation professionnelle inscrits à l'Agence nationale de l'emploi, l'ANEM, sont embauchés en moins de 6 mois, vous l'avez souligné. Parlez-nous de cette coopération, de ce lien entre les instituts de formation professionnelle et l'ANEM. Déjà, je vous le disais tout à l'heure, en amont, c'est-à-dire un demandeur d'emploi, quand il vient, sans qualification, déjà il y a un travail en commun qui se fait entre l'agence locale ou de Wilaya et la direction de la formation professionnelle au niveau de Wilaya pour essayer de cibler les besoins du marché local. Et une fois qu'ils sortent, ils terminent leur formation, les conseillers de l'ANEM vont
au niveau des différents centres de formation pour expliquer un peu le rôle de l'ANEM, qu'est-ce qu'elle peut offrir comme service, leur faire des ateliers de techniques de recherche d'emploi. Et puis, une fois qu'ils viennent automatiquement s'inscrire à l'ANEM, et il y a une offre d'emploi qui concerne cette catégorie. Donc, il y a un besoin qui est exprimé et nous les orientons et le travail. Est-ce qu'il y a des nouveautés proposées pour cette nouvelle rentrée, Madame Fedal? Nouveautés au niveau de l'ANEM par rapport à ces centres de formation. Donc, nous faisons un travail en commun, comme je vous disais, et aussi nous avons, avec la formation professionnelle, non seulement nous orientons, mais nos chiffres, la formation professionnelle, elle se base sur les chiffres de l'ANEM pour faire sa carte de formation. Donc, elle exploite d'une manière profonde les données de l'ANEM pour faire. Donc, c'est cette coopération que nous avons ensemble. Où en est le modèle algérien, monsieur Kader Ali, en matière d'emploi, et quelle est actuellement peut-être la situation de l'emploi des jeunes en général dans notre pays? Je vais d'abord rebondir sur la question précédente. Moi, à une certaine époque, j'ai vécu une situation, c'était le groupe Hasnaoui. Oui. Le groupe Hasnaoui que tout le monde connaît, et qui fonctionne d'ailleurs admirablement bien, et qui est arrivé à faire des conventions lui-même. Donc, il fait des conventions avec les centres de formation professionnelle en fonction de ses propres besoins. Peut-être qu'il y en a d'autres qui la font. Certainement. Oui, il y a d'autres. Et on a vu que pratiquement tous les jeunes qui sont partis de ce côté, ils ont été recrutés et que maintenant, ils se sont pratiquement épanouis. Donc là, c'est pour éviter, je pense que c'est une piste peut-être à voir pour toutes les entreprises, pour qu'elles-mêmes fassent la demande de ce qu'elles veulent exactement former. Au lieu de prendre tout ce qui arrive, on va essayer de passer par un autre niveau plus qualitatif, c'est-à-dire n'importe quelle entreprise, elle sait exactement quels sont ses propres besoins. Moi, j'ai besoin d'un plâtrier, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Maintenant, si ces gens-là n'existent pas sur le marché, c'est à... Oui, il faut anticiper. Sur les choses. Donc, comme je l'avais si bien dit avant, je pense que pour notre pays, le meilleur des investissements, c'est les investissements que nous ferons au profit des jeunes. Exactement, dans la ressource humaine. C'est la ressource humaine et surtout la ressource juvénile. Ça, c'est extrêmement important. De toute façon, l'avenir leur appartient. Bien sûr. Et c'est tout à fait logique que s'il y a de l'investissement à faire, il faut le faire en ce sens. Moi, je pense que des investissements, il y en a eu. Bon, je n'ai pas les chiffres. Peut-être bien que nos amis de l'ANSEJ ou bien de l'autre ministère peuvent nous les donner. Mais je pense qu'il y a déjà des sommes assez faramineuses qui ont été dépensées par l'État. Là, personne ne peut le nier. Maintenant, de dire que tout a été bien, ce serait aller trop vite en besogne. Il suffit de lire les journaux, de voir un peu. Il y a beaucoup de choses qui ont été assez bien faites, mais aussi il y a beaucoup de déchets. Et là, moi, je pense que c'est le moment ou jamais de recadrer la chose et d'aller un peu plus vers l'avant, en ayant toujours à l'idée que le meilleur investissement, c'est au profit des jeunes. Oui, justement, Madame Fedal, qu'en est-il de la formation, de l'encadrement au sein de l'ANEM, par exemple? Est-ce qu'il y a des sessions de formation au profit des encadreurs? Bien sûr. Au niveau de l'ANEM, nous avons un plan annuel de formation dans différentes spécialités qui va de l'accueil à l'accompagnement du demandeur d'emploi. C'est très important. Et aussi des formations sur les outils, les nouveaux outils technologiques que nous utilisons au quotidien. Par exemple, au niveau de l'ANEM, il n'y a pas d'échange par écrit. Nous avons une messagerie interne, nous avons un intranet, donc il y a un échange, il y a des plateformes collaboratives. Donc on fait, par exemple, nous devons faire un document au niveau de l'ANEM. Je prends par exemple un bilan.
et qui concerne plusieurs structures. Donc, ce travail se fait au niveau d'une plateforme. Je vous ai dit, nous avons un pool de formateurs et qui ont eux-mêmes fait la conception de mallettes de formation dans les différentes spécialités. Aussi bien l'appropriation de la nomenclature algérienne des métiers, l'utilisation du système d'information décisionnelle, comment utiliser la messagerie. Donc, tout ce type de formation, nous le faisons au cours de chaque année, avec des recyclages annuels. Et en matière de modernisation? En matière de modernisation, nous avons on va faire une campagne, mais je vous le dis en scoop, nous avons des applications qui vont être, donc on va faire une campagne pour ça, d'informations concernant des applications sur Android pour trouver son agence, pour consulter des offres d'emploi, postuler pour des centres d'emploi. Donc, je préfère laisser quand même au moment opportun. Mais ça, en primauté, je le dis au niveau de votre antenne et de votre émission. Voilà, donc la modernisation, elle continue au niveau de l'ANEM. Oui. Quel est l'apport, M. Kader, de la sensibilisation par rapport à ce genre d'offres, le poids de la sensibilisation? Il va sans dire que sensibiliser, c'est arriver donc à porter l'information là où elle est. Vulgariser, c'est encore mieux. Donc, atteindre un maximum de jeunes, un maximum de personnes pour qu'ils sachent quels sont leurs droits en matière d'emploi, c'est une très bonne chose. Hein, il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de régions où peut-être bien que l'information n'est pas passée. Et là, vos émissions, la télévision, ce que font les gens de l'ANEM, moi je pense qu'ils sont en train de concourir dans ce sens. Et vulgariser, informer, former, je pense que ce sont les maîtres mots clés de tout dispositif. Sinon, si on met en place des dispositifs, et puis il n'y a que quelques initiés qui connaissent quels sont les rouages pour aboutir, là ça ne sert à rien, ça ne sert pas les jeunes. Là je reviens, donc madame est en train de sourire, je reviens donc à cette affaire de confiance entre administrés et administrateurs. Donc plus on porte là où il faut, donc la parole, l'écrit, l'information, et plus les gens donc, de l'administration, notamment l'ANEM, n'aura pas de problème. Oui. Voilà. Ben, justement, je voudrais ajouter pour dire que l'ANEM aussi, elle a un numéro vert. Toutes ces agences sont ouvertes, donc nous n'avons pas de jour de réception. Du dimanche à 8h jusqu'au jeudi à 16h30, nos bureaux sont ouverts. Nous sommes à votre écoute. Nos conseillers sont formés pour vous accompagner, pour vous aider à vous insérer dans le monde du travail. Et surtout, nous avons cette cellule d'écoute et ce numéro vert qui est à votre écoute pour toute réclamation, pour toute information que vous souhaitez. Le 3005. 3005, voilà. Oui, l'appel est lancé. En tout cas, pour terminer, Madame Feydal, je voudrais revenir sur le suivi et le contrôle. Donc, qu'en est-il de votre travail de suivi et de contrôle de ces projets, donc de ces... Pour ce qui est pour le suivi, dans le cadre classique, il y a le suivi, il y a un retour d'information où on sait si cette personne orientée a été retenue ou pas. Voilà. Et donc, c'est mentionné sur notre système d'information. Pour ce qui est du dispositif aussi, il y a un suivi. Donc, il y a un état d'émargement mensuel qu'on voit. Une fois, il suffit qu'il n'y ait pas un état pour un mois, donc il y a un rappel. On appelle l'employeur, on dit cette personne... on n'a pas reçu. Pourquoi? Est-ce qu'elle est en congé de maternité? Est-ce qu'elle est en maladie? Donc, il y a un suivi au quotidien. L'employeur est tenu de nous informer de la présence réelle. Il y a des visites aussi inopinées qui sont faites conjointement par les services de la direction de l'emploi de la wilaya et les services de l'ANEM. Donc, on va sur place pour vérifier est-ce que la personne qui a un contrat DAIP est sur place. Et il y a un travail qui se fait au quotidien depuis 2014 et il continue. Il est encore plus pointu parce qu'à chaque fois on trouve
C'est normal. Donc, on améliore notre contrôle. Voilà, donc le suivi, il est au quotidien. Je vous dis aussi, on a mis en place, peut-être que nos services, il y a eu des défaillances, donc on a mis ce numéro vert pour que les personnes peuvent parler en toute quiétude. Et aussi, ce numéro vert, il est lié à notre système d'information. Donc, vous nous appelez, vous nous dites, c'est Madame Rzig, donc tout de suite on sait qui c'est, et votre requête est enregistrée chez nous. Oui. Et aussi, le traitement de cette requête et qui a traité cette requête. Donc, il y a un suivi. Très bien. Merci beaucoup, Madame Fedal Khaira. Merci à vous également, Monsieur Kader Ali, d'avoir participé à cette émission qui prend fin. Nous dirons économie la semaine prochaine.